Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribe. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Sanche comme frère d'un soir. Il va donc nous présenter 7 livres qui lui tiennent particulièrement à cœur. Et à la fin, Hugues dira quelques mots des livres de Pierre Sanche. Alors, bonne Salut. soirée. Merci pour l'accueil. C'est plus agréable pour moi de parler des livres des autres, c'est plus tranquille, on n'a pas l'impression de défendre quelque chose ou d'avoir à répondre à des questions. Et je suis bien aussi derrière cette pile de livres, je me sentais un peu caché comme, je sais pas si vous vous souvenez de Nabokov quand il est passé chez Apostrophe. Il refusait de répondre aux questions, donc il voulait avoir les questions d'avance, il a écrit les réponses, il faisait semblant d'improviser, puis en fait il lit son texte, et pour cacher son subterfuge, il avait demandé à ce qu'on installe une pile de livres, donc il fait le cabotin comme ça en disant, et, ben, ça me fait penser à ça, même si la situation n'est pas du tout la même, parce que pour le coup je vais essayer d'improviser quand même. Alors le premier livre, le premier des 7 livres, on va commencer sur un ton un peu léger, même si c'est un auteur qui me semble très important et très fort, mais il y a chez lui une faculté de jouer. Je regarde l'heure parce qu'il faut que je me chronomètre, je pense que je fasse très attention. Il a chez lui une faculté de jouer non seulement avec les situations, mais aussi avec la langue, qui rend la lecture de ses livres très agréable. C'est vraiment un bonheur pur. Alors c'est Régent Ducharme, vraiment un maître de la langue française, québécois, qui maintenant il va sur ses 75 ans tranquillement. Et ça fait depuis 99 qu'il ne publie plus beaucoup. Et c'est un personnage en soi assez étonnant. C'est un personnage qui a disparu un peu comme Pynchon. Très jeune, à quoi, 22 ans, il, c'est quelqu'un qui vient de rien, hein. C'est vraiment un fils de paysan, ou vraiment dans un coin paumé de ville industrielle. Et il se fait une culture un petit peu par lui-même. Il prenait son petit vélo, puis il allait dans des bibliothèques. Et à 22 ans, il envoie des manuscrits à des éditeurs, vraiment plusieurs dizaines d'éditeurs au Québec, refusés de partout, et il l'envoie chez Gallimard, et là, il est accepté. Et par Roger Grenier, et qui publie son premier. Alors c'est une aventure qui ressemble un peu à l'aventure à l'Isamire. Quand Frédéric Martin du Tripode me parlait de sa réception du manuscrit des Amirs, ça me faisait penser un petit peu à la réception de Régent Ducharme par Roger Grenier. Il a publié son premier bouquin et c'est un premier livre tellement fort pour un jeune, presque un jeune homme, hein, presque un enfant de 22 ans, ou même de 20 ans, parce qu'il a écrit ça peut-être, ses manuscrits étaient écrits à 18 ans, on a cru à une supercherie et on s'est mis à attribuer cette œuvre, ce livre, ces livres-là à d'autres personnes, dont Raymond Queneau, des gens comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et on se disait, ça peut pas être l'œuvre d'un gamin de 18 ans, c'est forcément l'œuvre d'une personne mûre de 40. Et non, pas du tout. C'était vraiment un jeune gars qui venait de nulle part. Mais il y a eu une telle polémique, un tel succès, et du côté du Québec, un tel choc de voir ce gamin-là publié dans une maison prestigieuse alors que ça avait échappé à son propre pays, qu'il y a eu un emballement médiatique et qui a effrayé Régent Ducharme, pas du tout habitué à être exposé de cette façon et pas du tout désireux d'être exposé comme ça. Ce qui fait qu'il a disparu de la circulation. On ne connaît aucune photo de lui. On sait plus ou moins où il habite, mais on ne le voit pas, on ne le connaît pas, personne ne le voit, il a quelques amis. Il a disparu et puis il publie comme ça de loin des ouvrages de loin en loin. Et c'est quelqu'un qui domine de très loin, historiquement en tout cas, la littérature québécoise, francophone en tout cas, de ces dernières années, parce que son œuvre est incontournable. C'est vraiment le grand nom de la littérature québécoise, et moi je pense aussi française, même si ici il est moins connu. Alors parfois on peut se positionner contre, on peut essayer de tuer le père, etc. Mais il est quand même assez incontournable. Et dans son écriture, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a une verve incroyable. Alors j'ai choisi parmi tous ces livres, j'ai choisi celui-là. Alors ça c'est la vieille édition avec l'illustration de Götting, et maintenant vous avez celle-ci. Parce que c'est assez typique de son genre. Une situation assez simple,
qu'on pourrait juger peut-être un peu maigre. Lui, les péripéties ne l'intéressent pas trop. C'est une situation assez simple. Et puis, une variation autour de ces situations, des variations dramaturgiques ou des variations verbales. Et là, une situation très simple, typiquement du Charmienne, deux personnes, André et Nicole. Alors ça se passe dans les années 70, on est vraiment dans un monde euh, entre une société de consommation qui s'est dessinée et qui se dessine, et un refus de cette société-là par la contre-culture. Donc là, c'est deux personnes qui, du jour au lendemain, décident d'une certaine façon, de rompre avec le reste du monde, et puis de s'enfermer dans une bulle, et puis de dire, voilà, on va rompre avec ce monde-là, on va s'enfermer, on va renoncer un petit peu à tout, puis on va voir ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est une sorte de couple de Bartleby qui se prolonge. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'ils ont des amis, des appels, des gens. C'est aussi une description de la culture poétique, musicale, folk, enfin de la chanson populaire de ces années-là, de la télévision et du cinéma. C'est un portrait de ce monde-là, de l'Amérique du Nord, francophone, donc qui nous ressemble et qui nous est étrangère, qui est assez forte. Et puis aussi un portrait de la ville de Montréal, aussi de ce monde-là, avec un titre magnifique qui s'appelle L'hiver de force, qui est déjà un jeu de mots typiquement du Charmien aussi. Et je suis déjà trop long, non oui. Il faut comprendre l'hiver de force comme on dit camisole de force. Voilà, à la fin du livre, il dit voilà, on est en août, l'hiver commence, l'hiver comme une camisole de force. Alors je vais vous lire le début pour vous donner aussi une idée de cette langue. Comme malgré nous, personne n'aime ça, être méchant, amer, réactionnaire. Nous passons notre temps à dire du mal. Nous disons du mal des bons livres, lus, pas lus, des bons films, vus, pas vus, des bonnes idées, des bons petits travailleurs et de leurs beaux grands sauveurs. Ils les sauvent en mettant tout le monde, excepté eux et leurs petits amis, aux travaux forcés. De tous les hippies, artistes, journalistes, taoïstes, nudistes, de tous ceux qui nous aiment, comme faisant partie du gros tas de petits crottés qui forment l'humanité, qui savent où est notre bien, parce qu'ils sont intelligents, eux, qui veulent absolument que nous quittions l'angoisse de nos chaises pour nous embarquer dans leur jumbo bateau garanti tout confort jusqu'à la prochaine nouvelle vague. Les jaloux sont des incapables, c'est bien connu, et des peureux par-dessus le marché. C'est en plein ça, c'est nous tout craché. 1000 masses en mouvement, armées de micros, de typos, de photos, de labos se disputent notre petite idée et nous n'avons pour nous défendre que les moyens donnés aux solitaires, médiocres, malsains et malpropres, c'est-à-dire l'anathème, les potins, les farces. Regarde-moi ça, cher, Denis Héroux qui sort un autre film de cul, c'est le cas de le dire, c'est de la diarrhée. Car nous voulons absolument nous posséder nous-mêmes, tout seuls, garder ce que nous avons, qui est si fugace, qu'il est parti ou qu'il a changé aussitôt que nous croyons l'avoir trouvé, vu et nommé. Dont le plus apparent est justement notre haine pour tout ce qui veut nous faire vouloir comme des dépossédés. Pompidou, Baudouin, Trudeau sont corrects, ils ne veulent rien changer. Ils sont contents que nous restions épais comme nous sommes. Ils nous laissent jouer tranquilles dans notre coin pourvu que nous les laissions jouer tranquilles dans le leur. Plus ces gens-là n'ont pas d'idées, plus on les aime. Et un petit peu plus loin, donc l'un des deux personnages, Nicole, dit à l'autre, faisons qu'il n'y ait plus rien. Quand il n'y aura plus rien, on ne pourra plus dire du mal de rien. Comme quand on était aux Beaux-Arts, puis qu'on lisait Sartre, puis qu'on comprenait tout à l'envers de ce qu'il voulait dire. Te souviens-tu? L'autre répond, te rendu compte, cher, qu'on peut décider, choisir, qu'on peut ici, dans notre appartement, dire que c'est ça qui est ça, puis aller jusqu'au bout, qu'il n'y a rien qu'une balle dans la tête pour nous arrêter. Là, puis petit à petit, ces gens-là vont construire un petit monde de renoncement en renoncement. Ils vont travailler de moins en moins. Alors c'est un couple de correcteurs qui passent leur temps à corriger un énorme livre. Et puis ils sont de plus en plus pauvres, donc ils se débarrassent de plus en plus de leur frigo, de leur télévision en panne, de leur auto. Et puis voilà, ils se retrouvent après comme presque sur un radeau.
puis voilà, je trouve ça très appétissant, quoi. Euh, j'ai presque fait 7 minutes, mais un petit peu plus. Les 7 minutes imparties. Alors là, cet auteur est beaucoup plus connu, c'est Henry James, dans sa version française. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'il avait réédité ses carnets et euh, j'avais une vieille édition de ces carnets-là. Et quand je suis tombé dessus, alors je suis vraiment tombé sur une sorte de mal au trésor. C'est un des livres les plus croustillants, les plus délicieux, enfin surtout je pense pour des lecteurs un peu pervers qui puissent se présenter. Et c'est aussi, alors je pense qu'il y a des gens ici qui prennent qui font partie du master de création en littérature. C'est un livre très utile quand on veut aussi, je dis pas apprendre à écrire, mais si d'une certaine façon rentrer dans la cuisine de la création littéraire. Là, Henry James, dans ses carnets, il va pas raconter son quotidien, ou très très peu, il va très rarement parler de lui-même. Ce sont vraiment des carnets de travail. Et c'est assez rare, c'est des carnets de travail où l'auteur réfléchit à voix haute. Et il réfléchit sur... Alors on a sa réflexion en direct, on a en direct la construction par Henry James de ses récits, de ses romans, de ses nouvelles, longues ou courtes, avec une précision incroyable, avec un sens de la maîtrise de la narration qui est éblouissant, parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on lui a donné le début, l'ébauche d'un sujet, d'un thème, il va prendre ce thème qui parfois tient en 2-3 lignes, et puis il va commencer à tirer le fil, et il va écrire, et c'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'il ne fait pas que penser dans son lit, et puis finalement écrire sur son carnet le résultat de ses cogitations. Il va cogiter en écrivant, il va construire le récit tel qu'il l'ébauche, parfois en suivant une mauvaise piste, en revenant sur ses rails, en ajoutant un personnage, en retranchant un personnage, en se demandant, se posant la question qui va être le narrateur de telle ou telle histoire, comment faire comprendre telle situation, comment compliquer telle situation. Et pour avoir une leçon de construction d'histoire, c'est assez impressionnant. Et ce plaisir-là, il est doublé d'un autre plaisir pour ceux qui connaissent les livres d'Henry James, ou mettons les plus connus, c'est de lire la construction de Henry James, ses descriptions, et puis de se rendre compte au bout d'un moment qu'on reconnaît le roman ou la nouvelle qu'il est en train de construire sous nos yeux. Tout d'un coup, voilà, c'est comme si un cinéaste se mettait à parler d'un film. On peut voir une archive d'Alfred Hitchcock qui dit voilà, je voudrais faire un film sur les oiseaux. Puis voilà, on se rend compte qu'il est en train de décrire un chef-d'œuvre extraordinairement connu, mais comme on assiste à cette ébauche-là, il y a cet effet d'étrangeté qui est assez émouvant. Alors je vais vous donner 2 petits exemples. Un court et puis bon, un qui est beaucoup plus long dans le livre, mais que j'interromprai un petit peu plus tôt. Donc là, c'est la note du 12 janvier 1895. Alors notez ici une histoire de revenant que m'a raconté l'archevêque de Canterbury. C'est très chic, hein, c'est pas des sujets donnés par n'importe qui. Esquisse très vague, confuse, sans détail. Tout ce qu'il lui a dit, entre parenthèses, très mal et imparfaitement, une dame qui n'avait ni don d'expression ni clarté. L'histoire de jeunes enfants, nombre et âge indéterminés, confiés à des serviteurs dans un vieux château à la campagne, sans doute à la mort de leurs parents. Les serviteurs, méchants et dépravés, corrompent et dépravent les enfants. Les enfants sont mauvais, pleins de perversité à un degré sinistre. Les serviteurs meurent. L'histoire reste vague en ce qui concerne leur genre de mort. Et leurs fantômes, leurs ombres reviennent hanter la maison et les enfants à qui ils semblent faire signe, qu'ils invitent et sollicitent du fond de dangereux recoins, du fossé profond d'un seau de l'eau, etc., pour les inciter à se détruire, se perdre en leur obéissant, en se mettant sous leur domination. Aussi longtemps que les enfants sont gardés loin d'eux, ils ne se perdent pas, mais ces présences maléfiques essaient inlassablement de s'emparer d'eux et de les attirer là où elles se trouvent.
Tout cela est obscur et imparfait, le tableau, l'histoire, mais il y a là-dedans la suggestion d'un effet, un étrange frisson d'horreur. L'histoire devra être racontée avec suffisamment de crédibilité par un spectateur, un observateur du dehors. Et ça, c'est la première note qui concerne, vous avez reconnu peut-être, le tour d'écrou. Donc, sujet donné par l'archevêque de Canterbury. Et un petit peu plus loin, donc là on est le 24 octobre 1895, j'entrevois un petit sujet dans l'idée que voici. À propos de l'auteur de certains ouvrages dont on sait qu'il professe et au besoin proclame aux rares êtres avec qui il communique, que ces écrits contiennent un secret très beau et précieux, très intéressant et rémunérateur, une intention cachée, discernable à ceux qui les lisent avec l'intelligence voulue, qui les pénètre en quelque sorte et apporte à leur déchiffrement un certain sens perceptif. Une idée générale s'en dégage. Il ne dit pas quoi au lecteur de trouver. Elle est là, répète-t-il. Je ne puis ou ne veux vous dire ce que c'est, mais les livres en sont l'expression. Je pose tout d'abord un principe que je vois ces ouvrages sous forme de romans. C'est essentiellement comme romancier que le personnage se présente à ma pensée. Ses qualités d'art, de style et de métier peuvent être présumées belles et honorables, mais il estime qu'on ignore son œuvre si l'on ne connaît pas, si on n'a pas senti, deviné ou perçu la pensée intérieure, la beauté toute particulière qui les imprègne, les domine et les anime. Aucun critique littéraire ne s'en est douté, même un rêve. Excellente occasion de dauber avec une fine ironie sur la confrérie. Mettons qu'après tout, il ne mentionne l'existence de cette chose qu'à une seule personne. À moi, par exemple, qui rapporterai sous ma propre identité le petit épisode. Alors mettons que je suis un critique, un autre petit écrivain, un journaliste, je me trouve en rapport avec lui pour une raison ou pour une autre, rapport admiratif, rempli de curiosité, de sympathie, ou encore rapport perplexe, sceptique, c'est à voir. Je n'ai quant à moi rien remarqué dans ces livres, sinon certaines choses plaisantes et charmantes, ou enfin quel que soit le charme superficiel et évident de ces choses. Non, je n'ai rien découvert. Mais il me renseigne, moi. Mettons. Oui, mettons que je sois le seul à qui il s'ouvrira. Bon, impossible ici d'entrer dans les détails, c'est mon schéma réduit à sa plus simple expression. Il m'avertit de l'existence d'une beauté latente. Quant à savoir ce qu'elle est, en quoi elle consiste, il se garde de me le dire à moi ni à personne. Il ne le révèle à nul être, et il est sereinement, béatement content de ne se point confier à âme qui vive, etc., etc. Voilà, donc là, ça court sur des pages et des pages, donc là, c'est la construction de l'image dans le tapis, et Henry James, déjà, a rajouté un deuxième personnage, lui-même en tant que narrateur, puis va rajouter un troisième personnage à qui l'auteur se confie, et puis un troisième personnage, etc., parce que le secret se propage, etc. Et c'est extraordinaire de bout en bout, et à la fin, souvent, Henry James, quand il note ses idées comme ça, il dit, voilà, il faudra faire simple, quelque chose de réellement bref, quelque chose en 30 000 mots. Alors voilà, il calibre déjà son texte, parce que ce texte va être vendu à un journal. Donc il a une pensée extraordinairement professionnelle de son travail. Donc c'est bluffant. Et son livre n'est fait que de ça, c'est que des notes de ses livres. C'est vraiment le berceau de ses livres. C'est très... Voilà. Donc je ne pouvais pas parler de livres, présenter de livres sans revenir avec l'éternel auteur hongrois Miklos Szentkuti dont je parle tout le temps, pas que moi d'ailleurs, et on a d'ailleurs la chance de voir Miklos Szentkuti, donc auteur hongrois du XXe siècle, après avoir été publié il y a à peu près 25 ans par les éditions Phébus et un petit peu José Corti, qui continue de l'avoir au catalogue. Et puis, bon, Phébus, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Voilà, les éditeurs ont été virés. Enfin bon, tout a un peu changé. Donc le catalogue a changé. Je pense que Miklos Szentkuti ne fait plus partie du catalogue. Mais un vaillant éditeur belge qui a créé sa maison d'édition, vie parallèle, d'abord uniquement pour publier Miklos Szentkuti. Donc Emmanuel Roquette, qui de la librairie Le Ptix à Bruxelles, a fondé cette maison d'édition pour publier Miklos Szentkuti, et puis il publie maintenant d'autres livres extraordinaires comme
le jaune d'Agatha, qui est très très beau. Mais lui aussi s'est pris de passion pour cet auteur un petit peu fou, qui est Miklos Senkuti. Alors, je dis tout de suite, on peut ne pas aimer. C'est baroquissime, c'est d'une érudition assez folle, c'est complètement foutraque, c'est-à-dire ce sont pas des romans avec un récit bien calibré ou extraordinairement structuré comme mettons les gros ouvrages de William Gaddis à érudition égale. Ce sont souvent des prétextes, un sujet, un thème. Euh, le 18, là en l'occurrence le 18e siècle, et puis les mémoires de Casanova, donc ça s'appelle En marge de Casanova, donc c'est vraiment une annotation de Casanova. Ça peut être le 16e siècle espagnol, ça peut être voilà une Chine un petit peu ou un Japon plus ou moins imaginaire. Et, euh, et souvent ces livres voilà sont un peu la construction est très très libre. Il peut y avoir des grands tunnels, des grandes digressions qu'on peut sauter d'ailleurs. Hein. C'est souvent voilà, des pièces rapportées, des morceaux de dialogue, etc. Donc ce foisonnement baroque, on peut au lecteur de choisir s'il va jouer le jeu de le lire ou pas. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que je trouve que cet auteur euh, dont vous voyez le portrait ici. Ça, c'est la plaquette qu'avait fait José Corti quand ils ont publié Vers l'unique métaphore. Ça vous donne une idée du personnage. Ça, c'est une photo prise quelques temps avant sa mort. Une espèce on l'a appelé l'ogre de Budapest. C'est quelqu'un qui avait choisi de rester à Budapest malgré le joug du régime communiste, en envoyant sa fille en exil. Il a préféré rester sur place et vivre, lui, dans un exil, mais intérieur, en vivant dans une maison remplie de dizaines de milliers de livres qu'il faisait venir d'un petit peu partout, des livres de plusieurs langues. On y voit beaucoup d'allemand, d'anglais, de français, bon, de hongrois, mais aussi de latin, etc. Et il s'est enfermé dans cette espèce de caverne d'Ali Baba remplie de livres, à lire, à lire, à lire tous les livres possibles qu'il pouvait avoir sous la main, et puis à regurgiter tout ça dans des œuvres immenses. Ça qui fait partie de ce qu'on appelle le Bréviaire de Saint-Orphée, c'est en 9 volumes, c'est un petit peu son grand œuvre, mais il a aussi de grosses biographies de Haydn, de Mozart, de Beethoven, beaucoup de musiciens, s'est intéressé beaucoup à la musique de Goethe aussi. Voilà, c'est un auteur assez incroyable parce que c'est une sorte de, je sais pas, de centrale nucléaire cachée comme ça au milieu en Europe centrale qui a produit et qui, voilà, dont on découvre maintenant l'œuvre assez tardivement parce que il est mort en 88, c'est-à-dire un an, vraiment 1 ou 2 ans avant que les pays de l'Est voilà, s'ouvrent un petit peu plus et voilà et que les auteurs soient plus facilement publiés. Euh, alors on trouve encore certains livres plus courts chez José Corti, sinon voilà, Vie parallèle publie ça, s'engage à publier en tout cas le Bréviaire de Saint-Orphée. Et En marge de Casanova se présente comme un livre de commentaires des mémoires de Casanova. Alors, je vais vous lire 1 ou 2 brefs extraits. La première note qui vraiment résume un peu l'esthétique baroque de Miklos Senkuti. Ses parents, donc les parents de Casanova, ses parents, faits décisifs, étaient acteurs. À l'époque où l'esprit d'enfance m'imprégnait encore assez pour vouloir traiter en langue allemande de sujets aussi vastes que la philosophie ou la biologie, j'avais envisagé d'explorer un tant soit peu les Nerste Theatralik aller Wesenheiten, la suprême théâtralité de toutes les essences. Selon un principe ancestral, en effet, les méduses nichées dans les profondeurs, l'étalo féerique des océans, les perruques des cocotiers coiffant les cimes gothiques des palmiers éventails, la tête d'œuf écrasée de l'embryon flottant au bout du cordon ombilical, le jasmin, le réfort et même les pires maladies, tout cela n'est que comédie, théâtre, pure pseudologie. Non point mensonge, mais masque et mime. L'histoire, pas plus que les instincts les mieux enfouis, ne saurait échapper à cette règle, sans parler de l'art, fût-il le plus profond et le plus solitaire. Si je ne descendais moi-même d'un ancêtre histrion, je ne pourrais assurément croire en ma propre existence. À mes yeux, réalité et théâtre sont strictement équivalents. C'est donc une loi absolue, une sorte de Doomsday Book, qui veut que les mémoires de Casanova s'ouvrent sur cet alpha et cet oméga,
sans lesquels rien ne serait. Acteur, acteur, acteur. Il y a un autre deuxième extrait, alors je sais pas si... quel je vous lire les citrons. Voilà, donc là, on est vraiment dans ce livre-là et dans certains autres ouvrages, dans une espèce de discours digression, et on est entre le battleur de foire, le comique de stand-up comedy, et puis et le prêtre en chair, et le professeur de philosophie très sérieux. Voilà, il navigue sans arrêt entre ces deux. C'est à la fois très sérieux et complètement bouffon. Et là, par exemple, il digresse sur le citron et la tranche de jambon. Un citron ou une tranche de jambon a enfin un heroic place dans la littérature. Ne renvoie chez Casanova à nulle nature, fût-elle morte. Non, non, non plus qu'au sceau jaune d'un sud frappé d'excommunication, et encore moins à ces programmes naturalistes outrecuidants destinés à agacer les saints, comme chez quelques épigones impuissants de Rabelais. Non, à ses yeux, poésie, programme, images et métaphores sont plus vulgaires encore que la mort, cet argumentum ad hominem, tout juste bon à épouvanter le peuple. Que sont donc citron et jambon? Très exactement ce qu'ils sont, d'agréables victuailles au ton pastel et au goût discret. Si le commun des mortels déclare qu'un jambon est beau, cette assertion prend une valeur triomphale, contrairement à ce que clameraient avec un cliquetis neuronal aux ailes de mousseline quelques poètes ou dieux grecs, sans même parler des peintres hollandais abonnés à la nature morte. Allons-nous enfin dire les choses sans embâge, dire molto semplice que la poésie doit parfois mourir, se compromettre irrémédiablement, inguérissablement? La chose est sans doute désagréable à entendre, mais il en va ainsi. Poésie et amour s'excluent mutuellement. Voilà, ce genre de discours, moi je suis très très gourmand de ça. C'est un petit peu... Enfin, c'est du baroque pur. Je suis sûr que je déborde encore, non? Ça va. Pardon. Alors, là, sur cette lancée, on arrive à des choses un petit peu plus sérieuses. Svetlana Alpers, que je connaissais pas il y a un an, voilà, une amie historienne de l'art m'a mis sur la piste de cette personne, alors une historienne de l'art apparemment très importante, en tout cas dans le monde anglo-saxon, qui a un peu remué l'histoire de l'art, qui a créé des scandales, et c'est toujours pas mal de provoquer un petit peu les écoles et les façons de penser. Et maintenant, doit avoir l'âge vénérable de 80 ans, et je pense qu'elle est toujours pleine d'énergie. Alors, elle a écrit beaucoup sur Velázquez et sur Rembrandt. Il n'y a pas énormément de livres traduits d'elle en français. Il y a aussi Tiepolo, Rubens. Euh, elle a choqué beaucoup, par exemple, en affirmant, en s'intéressant pas seulement au style de Rembrandt, par exemple, mais en s'interrogeant sur la façon dont Rembrandt menait sa boutique, d'une certaine façon. Comment Rembrandt gagnait de l'argent, comment il passait ses commandes, comment il faisait fructifier son travail, comment, voilà, le côté un petit peu boutiquier de Rembrandt ou d'autres. Hein. Elle s'est intéressée en tant qu'historienne à des choses qui, a priori, sont moins nobles. Mais elle travaille sans aucun a priori et sans aucun snobisme, ce qui lui permet par exemple d'avoir des approches euh, novatrices et de, comment dire, voilà, elle efface ses a priori et puis elle prend les choses complètement nues. Bon, si tant est que c'est possible, on sait que c'est jamais absolument possible, mais elle redécouvre certaines approches d'œuvres d'art et d'artistes en les prenant, en s'intéressant aux œuvres d'art et aux artistes, à la fois du point de vue économique, du point de vue esthétique, du point de vue moral, du point de vue philosophique, et puis elle mélange tout ça et sans s'interdire, sans se mettre aucune censure. Et par exemple, quand elle s'intéresse à Velázquez, donc ce peintre espagnol qui était vraiment, comme on dit, enfermé dans une cour dorée, une sorte de prison dorée à la cour de Philippe IV. On disait souvent de Velázquez que c'était un peintre, mais aussi, et aussi un courtisan.
et qu'il fallait combiner un petit peu les deux, et que les deux s'emboîtaient mal, parce que un artiste n'est pas un courtisan. Et là, elle montre très bien que c'était un peintre courtisan, c'est-à-dire, et courtisan pas forcément dans le mauvais sens du terme, et elle montre très bien que sa peinture est une peinture qui peut, dans son esthétique même, euh, rendre compte de ce qu'est un courtisan digne de ce nom, avec la subtilité que doit avoir parfois un courtisan, euh, euh, dans une cour à cette époque-là. Elle s'intéresse, par exemple, du coup, elle lit l'œuvre de Balthazar Gracián, contemporain de Velázquez, qui a beaucoup théorisé sur l'attitude, les vertus, euh, les qualités d'un vrai courtisan. Comment se comporter à la cour, avec quelle subtilité. Donc, savoir se dissimuler, mais pas trop, savoir accepter les reproches, mais pas trop, savoir ne pas trop flatter. Enfin, il y a toute cette art de la cour qui joue sur beaucoup de qualités, beaucoup de subtilité, parfois un petit peu de roublardise, mais s'il y a trop de roublardise, ça se voit trop, donc voilà, ce n'est plus une qualité, ça devient un défaut. Et en lisant Balthazar Gracián, elle peut interpréter non pas seulement l'attitude sociologique, sociale ou biographique de Velázquez, mais aussi sa peinture elle-même. Donc ça peut paraître étonnant, mais dans ce livre, si vous lisez ça, c'est assez euh, convaincant. Elle évoque par exemple, il faudrait que je retrouve ce passage, c'est très très bref. Euh, voilà, elle évoque quelques anecdotes où Velázquez étant un peintre bien en vue, alors en tant que courtisan, il avait réussi, hein, c'était vraiment le peintre du roi, suscite des jalousies. Et Gracián, Balthazar Gracián, en tant que théoricien de la vie de cour, explique que par rapport à l'envie, par rapport à la jalousie, le vrai sage doit savoir s'effacer et parfois avoir le dernier mot en laissant d'abord les autres cancaner, et puis parfois aussi accepter si on a fait une faute, savoir accepter ses erreurs. Ça fait partie des qualités du courtisan. Et elle donne deux exemples de peintures qui peuvent correspondre à cette qualité du courtisan. Elle explique qu'un jour, on a reproché à Velázquez de ne pas savoir dessiner les chevaux. Il était très fort pour dessiner les hommes, les visages, c'était vraiment un portraitiste. Mais on lui reprochait ses chevaux. Et lui, il regarde son cheval peint et puis il l'efface. Il laisse une trace blanche. Et puis à l'endroit de la trace blanche, il signe son nom, et puis il dit Diego Velázquez a peint ceci, peintre a peint ceci. Et d'une certaine façon, sa peinture s'est effacée et laissé pas une trace de son échec, mais une trace de la reconnaissance de ses défauts. Et ça, elle pense que c'est typiquement une façon de correspondre d'un point de vue stylistique et artistique à une vertu qui est apparemment une vertu plutôt curiale, quoi, de cours. Euh, alors, mais par ailleurs, le sujet du livre, ce n'est pas seulement Velázquez, c'est l'atelier. Et c'est peut-être l'extrait que je vais essayer de vous lire. Alors ça s'appelle Les vexations de l'art, parce que elle cite une phrase de Francis Bacon, alors pour le coup pas le peintre mais le scientifique, Francis Bacon, pour qui la nature des choses se livre davantage à travers les vexations de l'art que dans sa liberté propre. Entendre par là que la nature se révèle à travers les vexations, c'est-à-dire à travers l'empire, les pressions, les déformations que l'art et la science euh, peuvent appliquer à la nature. Hein. En gros, la nature s'exprime si on la regarde à travers un microscope. Pour les résumer de façon un peu grossière, c'est un petit peu ça l'idée. Et Svetlana Alpers reprend cette idée qui au départ est une idée scientifique. Les scientifiques construisent des laboratoires pour interroger la nature et elle l'applique à l'atelier. Les artistes construisent des ateliers pour, d'une certaine façon, interroger les choses. Alors elle le dit évidemment beaucoup mieux que moi. Peut-être deux petits extraits. À compter du XVIIe siècle et jusqu'au cœur du XXe siècle, en gros de Vermeer jusqu'à Matisse et Picasso, une succession de peintres européens ont pris l'atelier pour le monde.
Ou pourrions-nous dire, l'atelier est le lieu où on fait l'expérience du monde tel qu'il entre dans la peinture. C'est sans précédent. Le phénomène de l'atelier est loin d'être au premier rang dans l'art européen antérieur ou dans d'autres traditions picturales comme celle de l'Asie. La singularité des postulats, mais aussi des préoccupations et des contraintes picturales qu'il implique, n'a pas été spécifiquement reconnue ni définie. Pour une part, l'expérience immédiate de l'artiste dans l'atelier est rarement représentée à l'état pur. De nombreux autres facteurs, les conventions de la représentation réaliste, les relations avec la clientèle et le marché, la nature de l'exposition, entrent dans la fabrication et la vision des tableaux qui sont informés par l'atelier. Qui plus est, bien que la pratique en atelier laisse paraître des traits cohérents, le milieu même de l'atelier ne s'est pas prêté au genre de thèses discursives qui ont été élaborées, par exemple sur la construction picturale connue sous le nom de perspective. Les réalités de l'atelier sont fuyantes, mais elles sont déterminantes et étonnamment vivaces dans la peinture européenne. Donc ensuite, elle reprend sa comparaison avec le monde scientifique, et elle écrit aussi ceci un petit peu plus loin à propos de l'atelier, dans son chapitre Vu depuis l'atelier. La composition de nature morte a été interprétée comme un phénomène bourgeois. Autrement dit, ces objets sont subordonnés à l'homme, ils sont faits pour son usage, sa manipulation et son plaisir, rendant ainsi le sentiment de notre pouvoir sur les choses. Pour paraphraser Meyer Shapiro, la nature morte, suivant cette interprétation, est la construction d'un bien portable. Mais si l'on prend une fois de plus la pièce vide pour ligne de fond, il est un sens antérieur où les objets disposés sur la table, on peut l'étendre à tout objet ou toute personne présente dans l'atelier, exercent une pression sur le peintre qui s'y est retiré ou exige quelque chose de lui. L'expérience de l'atelier consiste à aborder des motifs. Ils enregistrent quelque chose dont le peintre traite, ou mieux peut-être, avec quoi il joue dans la peinture. Les objets de nature morte sont dépeints comme à portée de main, et à peu près grandeur nature. La distance à laquelle peint l'artiste est une réalité d'atelier. Peut-être serait-il plus juste de dire que les objets sont à la mesure de l'atelier que de les qualifier de grandeur nature. Et cette phrase qui, à mon avis, résume aussi un petit peu son idée sur l'atelier. L'atelier est un endroit où l'on introduit des choses afin que le peintre en fasse l'expérience. Et voilà, elle a toute une réflexion extraordinaire sur l'objet même de l'atelier. Qu'est-ce qu'un atelier? C'est pas seulement un endroit où on met un chevalet puis on peint, c'est un endroit où on se retire du monde, mais en même temps, il y a une fenêtre d'où vient la lumière, alors souvent exposée au nord, une lumière qui vient de la gauche pour pas faire de l'ombre à la main qui est droitière. C'est un endroit entre le naturel et l'artificiel où on va disposer des objets. Et c'est une réflexion absolument intelligente sur l'objet de l'atelier. Et à partir de cet objet d'atelier, comme une boîte très particulière, une espèce d'invention de laboratoire de peinture, elle digresse sur Vermeer, sur Rubens, sur Rembrandt, sur toute la peinture. Il y a un chapitre magnifique sur la Bethsabée de Rembrandt, qui est dans le modèle et sa propre maîtresse de l'époque. Donc elle fait un parallèle entre le mythe de Bethsabée, enfin l'histoire de Bethsabée qui est une maîtresse avec sa propre maîtresse, et elle montre comment le modèle est à la fois elle-même, Bethsabée, et puis elle joue aussi le rôle de quelqu'un jouant Bethsabée. Enfin c'est très malin, c'est très intelligent, puis voilà. Alors, un petit peu dans la même veine, d'une certaine façon, parce que Carlo Ginzburg a aussi parlé à travers les figures d'historiens de l'art comme Gombrich, comme Aby Warburg ou Panofsky, il s'est intéressé aussi à l'histoire de l'art, même si c'est pas forcément son premier cheval de bataille. Il y a ce livre au titre magnifique, Mythe, emblème, trace, de Carlo Ginzburg. Donc Carlo Ginzburg qui est très connu pour ses travaux sur les sorcières, sur le sabbat des sorcières, sur les procès en sorcellerie, qui a fait d'étonnants parallèles entre des procès en sorcellerie et des procès de l'Italie des années de plomb, pour montrer comment la rhétorique du procès instaure des rapports de force, comment le prévenu
développe ses propres résistances, mais aussi cède à un pouvoir, et comment une parole, une rhétorique de procès peut voilà, incarcérer quelqu'un, une personne, que ce soit une sorcière ou une présumée sorcière, ou que ce soit un présumé terroriste ou assassiné. Hein. Et quelque chose qui est un livre qui est un peu plus précisément consacré à ce sujet là, je crois que c'est Rapport de force, je ne sais plus. Il a fait un livre extraordinaire aussi qui s'appelle Le fromage et les vers sur l'univers d'un meunier au XVIe siècle, qui avait développé un petit peu sa propre philosophie, sa propre théologie, et qu'on connaît aussi, encore une fois, à travers des procès. Euh, bon, des travaux aussi dans Nul île est une île. Il travaille entre autres sur le Tristram Shandy de Stern. Lui aussi a eu son petite heure de gloire, enfin de scandale, quand il s'en est pris à la figure de Dumézil, parce que bon, Ginsburg est aussi une figure un historien qu'on qualifie en général un peu rapidement de gauche, mais bon, et s'en prenant à Dumézil et à son, toute sa construction historique voilà, sur le système, cette tripartition et sur ce système indo-européen. Voilà, il y voyait des fondements et, des sens fascistes, voilà, dans cette théorie-là. Ce sont d'ailleurs des choses qui reviennent en ce moment. On remet en cause le mythe de l'indo-européen, et on montre ça très bien aussi que comment une vision un petit peu fascistoïde, pour le dire vite, a pu nourrir ce genre d'écrit. Et dans ce livre, alors qu'il y a un recueil d'articles, il est question à nouveau de sorcellerie, de piété populaire, donc il revient encore à nouveau sur des procès. Un autre article est assez long et passionnant, s'intitule De Ebbe Warburg à Enscombrich. Alors j'avais prévu de vous lire des petites choses à ce sujet, mais je ne sais pas si on aura le temps de tout lire. Mais voilà, essayons de voir un petit peu cette filiation qui n'en est pas toujours une au sens vraiment très pur du terme. Hein. Il n'y a pas vraiment une filiation linéaire, mais il y a des oppositions, il y a des divergences. Mais à partir de Ebbe Warburg jusqu'à Gombrich, il analyse, déjà il résume très très bien leur façon de penser, leurs travaux, comment ces gens-là ont été amenés à repenser un petit peu une histoire de l'art, et puis en voyant un petit peu aussi, en étudiant certains débats, certaines oppositions, il évoque des choses passionnantes voilà, sur dans quelle mesure on peut faire une historicité de l'art, dans quelle mesure, c'est aussi ce qu'évoque Svetlana Alpers, dans quelle mesure une œuvre d'art, l'explication d'une œuvre d'art par son contexte historique suffit ou ne suffit pas. C'est la grande question à propos de Panofsky, hein, qui fait des liens qui sont intellectuellement très séduisants entre la scolastique et puis une architecture gothique. Mais après tout, est-ce que ça tient ou est-ce que ça nous séduit seulement? Donc voilà, ce sont des choses que Gombrich a pu remettre en cause. Et Svetlana Alters, dans son livre aussi, il y a un passage que j'avais prévu de vous lire aussi où elle dit clairement que euh, réduire réduire une œuvre d'art à son contexte culturel et historique, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi une réduction. Hein. Il y a d'autres façons de voir les choses, et elle montre que on peut trouver des formes d'art, des façons de faire qui nous semblent à nous ultra modernes. Alors elle parle de façon de faire le all over, qui est typiquement associé en général à Jackson Pollock, et elle envoie des traces chez Velázquez. Ça ne veut pas dire que Velázquez est un prophète de Jackson Pollock, ça veut dire qu'il y a aussi des manières de faire qui ne sont pas forcément dépendantes d'une culture. Mais bon, on rentre dans les détails. Dans ce livre-là, il y a aussi un très beau texte sur le haut et le bas qui fait penser aussi à des réflexions de Blumenberg sur la tentation de la curiosité, ou comment, au départ, une condamnation, alors il part de quelque chose de très simple qui est juste une phrase en latin. Page 160, je ne me trompe pas d'attribution. Le sujet de cet essai est très vaste. Mieux vaudrait donc partir d'un texte précis. Dans la Vulgate de Saint Jérôme, le passage correspondant devient donc Noli altum sapere sed time. Il parle d'un extrait de la Bible, d'un l'Épître aux Romains, voilà, et de l'interprétation et de la traduction de cette phrase, qui a été d'abord traduite ou comprise comme
une interdiction faite à l'orgueil, attention de ne pas être trop orgueilleux, et comment ça a été dévié à certains moments et interprété comme une interdiction faite à une certaine curiosité, à un certain désir de savoir. Et pourquoi, à certaines époques, on s'est mis à assimiler l'orgueil typiquement biblique, hein, l'orgueil voilà, de la folie des grandeurs, à un désir de savoir. Et comment, à certaines époques, d'autres traducteurs revenaient au sens propre en disant non, il n'est pas question de refuser le savoir, mais il est question d'orgueil. Et Blumenberg aussi a travaillé sur ça, sur la curiosité considérée comme un péché, curiosité intellectuelle. Un autre texte aussi sur les représentations érotiques, avec une phrase très drôle. Aux yeux d'un théologien comme Politi, alors il parle des images érotiques plutôt du XVIe siècle, à la Renaissance. Le dénominateur commun entre les images érotiques et les images sacrées était l'efficacité. Il fait tout un travail là-dessus, sur le fait qu'une image érotique excite sexuellement celui qui les regarde, et une image pieuse doit exciter moralement ou théologiquement ou spirituellement celui qui les regarde. En général, l'analphabète, parce que voilà, les images sont en général adressées à ceux qui ne savent pas lire. Et comment cette comparaison apparemment scandaleuse de l'image pornographique ou érotique et de l'image pieuse, en fait, est très efficace parce que, enfin, est très juste parce que l'une et l'autre fonctionnent sur l'efficacité. Et son grand texte aussi, c'est le texte sur les traces, racine d'un paradigme indiciaire, parce que toute cette histoire-là qui part soit d'un procès, soit d'un meunier, soit d'une phrase que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle parfois le paradigme indiciaire, la micro-histoire. Ginsburg en fait lui-même l'histoire dans son livre, et il explique que cette manière de faire, cette manière de partir de détails et de les considérer comme des indices, ou des traces, a d'une certaine façon une triple origine, voire une quadruple. D'abord les livres d'un certain Morelli, qui est un théoricien de l'art, je pense que c'est au 19e, si je ne me trompe pas, peut-être 18e, 19e, enfin bon, excusez-moi, ça m'échappe, qui a beaucoup travaillé sur la reconnaissance et l'attribution, je pense au 19e. Et sa théorie, c'était de dire, quand vous voulez attribuer un tableau à Rembrandt ou à quelqu'un d'autre, il ne faut pas voir évidemment les traits les plus connus et les plus généraux de Rembrandt, parce que ce sont ceux qui vont être imités. Non, vous allez voir, vous allez regarder le lobe de l'oreille, vous allez regarder le doigt de pied dans un coin, vous allez regarder les petits détails insignifiants, parce que c'est là où le copiste va pas faire attention, et c'est là où au contraire la main de l'artiste, si c'est vraiment sa main autographe, va être reconnaissable. Et il s'est fait toute une liste comme ça de signes distinctifs. Qu'est-ce qui distingue Botticelli dans le lobe de l'oreille, dans l'œil, etc. Première origine. Et lui, Ginsburg, ça lui fait penser à Sherlock Holmes. Sherlock Holmes et Conan Doyle, qui étaient médecins, ont travaillé sur le même, sur les mêmes détails. En qualité de médecin, vous savez, Watson, il n'y a pas d'origine du corps humain qui présente plus de personnalité qu'une oreille. D'organes du corps humain qui ne présente plus de personnalité qu'une oreille. Donc il explique comment une oreille, en regardant une oreille, il va savoir si le type est plombier ou chauffeur de camion ou je ne sais quoi. A priori, deux origines complètement différentes, mais la même façon de penser. Troisième origine, comme Conan Doyle parle d'une certaine... Comment ça se termine? Bref, il y a le mot inconscient à un moment donné qui apparaît dans la démonstration de Conan Doyle, fait penser évidemment à l'inconscient de Freud, qui lui aussi va travailler sur les lapsus, donc pas le discours officiel, mais les craquets verbales aussi, ce que les psychanalystes appellent les craquets verbales, les petits détails, le clin d'œil, etc. Troisième origine, donc, c'est l'analyse freudienne par le lapsus ou par le petit détail, par l'oubli, par le micro-oubli. Et un peu plus loin, Carlo Ginzburg aussi travaille sur la trace, qui est pour le coup la trace animale, qui serait aussi, de façon emblématique, une des origines possibles de l'interprétation historique. D'ailleurs, la trace qu'interprète aussi Sherlock Holmes dans ses livres, hein, la trace de l'animal. Parce que la trace de l'animal, c'est une trace que va interpréter le chasseur, exactement comme un historien va travailler sur des traces archiviques.
d'archives. Pas seulement la grande archive avec ce qu'elle va dire, mais de quelle couleur sera l'encre, sur quel papier, comment ça a été conservé, etc., etc. Donc là, je vais peut-être pas lire d'extrait, mais c'est un livre passionnant en tout point, puis un livre de Verdier-Poche, c'est pour toutes les bourses. Euh, L'avant-dernier livre, ça c'est Mireille Yavé, le journal. Je vois qu'il y a les autres tomes de son journal aussi, publiés par les excellentes éditions Claire Pollan. Euh, Quand j'ai parlé à un ami, Jean-Yves Baucher, qui est libraire aussi à l'Iris Noir, je présenterai plusieurs livres, dont le livre de Mireille Yavé, du journal de Mireille Yavé. Il m'a dit, pour moi, Mireille Yavé, c'est une claque dans la gueule. Alors on peut dire ça comme ça. Il suffit de lire, là pour le coup, je vais lire des passages pour voir, malgré le fait que ce soit un journal et qu'en général on suppose qu'un journal c'est une écriture un peu plus minimaliste, mais simple, circonstancielle, à relire pour plus tard, mais pas forcément prévu pour la publication. Donc euh, des pages dans lesquelles on va trouver des perles, mais peut-être plus d'informations que de vraie littérature. Alors, exception faite par exemple de la correspondance de Flaubert, qui est un petit peu comme ça, c'est de la correspondance, mais c'est aussi un chef-d'œuvre. Là, c'est un petit peu pareil, c'est une langue extraordinaire, et c'est une personne aussi, c'est une personnalité à découvrir. Euh, donc là, le journal commence en 1918, et Mireille Yavé, qui est toute jeune, euh, vibre avec son temps, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans ce monde d'après-guerre détruit, désillusionné, blessé, qui essaye de se reconstruire sur des monceaux de cadavres. Elle enterre son ami Apollinaire, et en même temps, on sent vibrer déjà aussi les années folles, euh, parce qu'elle est en plein dans ce milieu-là. Alors, elle a une origine un peu compliquée. Déjà, ses parents, à travers ses parents, elle a pu rencontrer un petit peu quelques artistes, et puis son père est devenu fou, puis il y a eu des problèmes d'argent, donc voilà, elle a vécu de haut et de bas, une sorte d'âge d'or qui a été un petit peu brisé par la maladie, par la folie de son père, et peut-être son suicide ou son internement, et puis des soucis d'argent. Mais du coup, très tôt, cette jeune femme a été jetée aussi dans un monde intellectuel qui est représenté maintenant par les noms voilà, d'Apollinaire, Cocteau, Radiguet, des gens comme ça, qui l'ont accepté aussi, qui l'ont accueilli comme une sorte d'enfant prodige, et qui l'ont tout de suite reconnu comme une sorte d'enfant prodige qui avait la grâce de la jeune fille de 20 ans qui avait un talent fou, et qui était aussi, voilà, qui avait l'énergie et, et la fascination que peut exercer voilà, une jeune fille absolument explosive et aussi très fragile dans ce milieu-là. Donc elle était une sorte de mascotte. Euh, la suite de sa vie est un petit peu plus difficile, parce que c'est quelqu'un qui a eu toujours du mal à se fixer, qui a eu du mal aussi à avoir une existence aussi matérielle concrète, quelqu'un qui a eu du mal à gagner sa vie, donc qui, qui a eu envie de flamber, et donc qui a plutôt cherché des liaisons avec des femmes, et puis à vivre d'une certaine façon au crochet de certaines personnes, voilà, mais voilà, sans toujours, enfin avec un enthousiasme assez fou, et puis aussi une souffrance assez folle en vivant les ruptures amoureuses comme de façon très très intense, euh, et en goûtant un petit peu à tous les alcools et à toutes les drogues, et voilà, et plus tard en tombant malade et à mourir à 34 ans de tuberculose de façon assez triste. Mais voilà, alors il paraît que moi j'ai pas lu tous les tomes de son journal, mais je pense que les derniers sont un petit peu plus difficiles. Mais là, dans ses premiers, elle est encore très très jeune, et il y a ce mélange à la fois de désespoir absolu et puis d'énergie absolue, et dans une langue qui semble être assez prodigieuse. Alors je peux lire le tout début, qui est vraiment 30 octobre 1918, donc c'est vraiment, on a la veille de la fin de la guerre. Donc mercredi 30 octobre 1918, Paris. Je fume avec douceur dans la nuit profonde et pleine d'étoiles. Sur le jardin, il y a des étoiles, une quantité d'étoiles enfoncées dans la nuit, suspendues sur nous et nos arbres et nos angoisses d'âme et nos grippes. La grande ville noire où je promène
chaque avant-dîner ma tristesse capricieuse qui se distrait aux devantures devant le ridicule des bustes de coiffeurs, des cravates nouées au vide des chemisiers, et des chapeaux inouïs qui trouveront leurs têtes et leurs acheteuses dans la cohue des femmes. Tout ceci est empreint d'une sorte d'anachronisme. C'est l'avant-guerre qui tombe en poudre, c'est la désuétude de la paix, c'est la fin. Mais vers quoi donc? Vers quelle lutte, quel vêtement, quel regard et quel poème marchons-nous si fixement d'un pas ordonné et forcené qui ne recule jamais, qui écrase tout? Nous sommes des tanks, nous sommes des masses, rien d'autre. Vers quoi, dans la nuit de novembre, vais-je donc moi-même avec ce ricanement qui découvre et châtie la pauvreté et la vanité des étalages, le luxe décoloré de cette époque, où seule une veste de cuir feutré de fourrure semble utile pour les luttes de l'avenir, pour l'austère orage qui se lève de la paix prochaine. Nous sommes des pionniers, mais pour Dieu qu'attendons-nous, car il ne suffit pas de détruire, de brûler nos anciennes idoles, si la forme nouvelle ne s'esquisse pas encore. Voici l'Apocalypse, et la ville disparaît dans la nuit, la belle ville s'enfuit dans une nuit toute plombée des morts qui l'ont faite, et toute ahurie de nos exigences. Un petit peu plus tard, le 11 janvier, c'est une trahison perpétuelle, à commencer par les saisons qui nous surprennent toujours par les journées trop courtes lorsqu'on est heureux et qui se traînent interminablement sur nos souffrances, à continuer par l'humanité faite de brutes comme moi-même, où l'amour est une espérance, une échappée de lumière vers laquelle nous allons en butant dans du crottin, en grelottant au gaz des avenues, à finir par la ville elle-même où nous vivons, et par notre condition d'idéaliste et d'angoissé qui fait que tout nous semble convertible et améliorable, tandis que tout est chevillé dans la boue même où nous irons un jour entre les planches de sapin, et voilà tout. À force d'exigences et de retombements, de projets et de défaites froides comme l'averse qui donne la fièvre dont on crève à 20 ans, je n'attends plus rien que moi-même, la belle petite âme que parachève et paraffine chaque jour la vie parisienne et son fouet à 9 queues. Je suis un jouet entre les mains, les lèvres des foules, où mon nom, ma petite identité qui aspirait au lyrisme, est balancée comme un numéro de foire, une attraction vernie qui ne coûte pas cher. Je suis une barque haletante et fracassée sur la mer sans étoiles, où nous naviguons de campagnonnage avec les lames mauvaises et lourdes comme l'huile, et les petits poissons changeants qui se cachent dans la lune selon les marées. Nous allons ainsi de récif en récif de petits ports où scintille la pipe du douanier près des balles de coton, et l'œil bleu des gars culottés de rapiessage qui rêvent à des conquêtes de sauvages, à des femmes prises sous des palmiers. Nous allons de ville en ville et d'image en image à mesure que se dressent les êtres et leurs visages damnés de chercheurs déçus. Et les salons s'ouvrent comme des albums où sont rangés l'esprit, les bons mots, des générations, les femmes célèbres et frivoles, et les tyrans, une tasse de café à la main. C'est une pitié. Il n'y a rien, rien qui vaille la peine, rien qui réconforte. On est de la tourbe, on est une masse, tout défile. Le monde, m'a-t-on dit, tu verras les grands hommes, ils sont tous morts. Tu verras des princesses, tu verras des artistes. Si l'on ne m'avait pas prévenu, je n'aurais pas deviné. Et cependant, l'on m'accueille toujours comme la dernière découverte, et je devrais me laisser séduire. Qu'y a-t-il donc en moi de si difficile à émerveiller? J'ai vu quelques grands hommes, la plupart très vieux, très attentifs aux repas servis, et louchant sur les femmes. Pas un mot ne m'a révélé leur capacité. J'ai vu des princesses, elles étaient habillées comme des folles, montrer leurs jambes et s'enthousiasmer de tout sans en penser un mot. J'ai vu des artistes, mais ce n'est pas dans le monde et j'aime mieux ne pas en parler. Car ceux-là sont morts de misère et d'abandon, d'espoir manqué, et on ne pourrait pas les recevoir parce qu'ils voient trop clair et que Chatterton les a damnés d'un exemple éternel. Ce grand sérieux de l'enfance et son candide étonnement me pèsent encore comme l'ombre d'où je viens, et je n'ai pas assez souffert pour ne m'en prendre qu'à moi-même et rire de tout en me sachant dans l'enfer ou dans le ciel selon le temps et les conversations. Si j'étais plus hardi, si je ne craignais le froid qui vous couche contre les talus comme des bêtes galeuses, si je ne craignais d'être malade dans des lits d'auberge sales où le soir tombe comme une prison de plus, si j'avais la force de tout risquer pour voir, je pourrais sans doute m'en aller à travers nos banlieues vers plus de ciel, plus de coups de vent, plus de silence. Mais après, il faudra bien revenir, vieilli, usé, courbaturé d'espace, refaire connaissance avec les amis, avec la ville, avec la foule, et retrouver la même ignorance, la même vanité,
la même méchanceté, et mourir comme un chien dans la suprême indifférence du monde, ou une lampe allumée sur le travail du soir, où la confiance d'un cœur en quête d'amour ne peuvent rien qu'alimenter la terrible ironie humaine. Bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais en même temps, il y a une certaine énergie. Il y a d'autres passages aussi beaucoup plus. Et pour finir, euh, alors, pour le coup, c'est presque un auteur. Ouais, c'est un auteur comique, c'est un humoriste, Giorgio Manganelli, du XXe siècle, né en 1922 et mort en 90, qui a écrit beaucoup de chroniques dans divers journaux, Corriere della Sera, je pense qu'il y a un petit peu les noms des journaux ici, quotidiens, hebdomadaires. Il a écrit des livres de fiction qui ne ressemblent à rien. Euh, sont des expériences de pensée, un peu, sont des digressions sur des choses, sur des thèmes, sur le bruit, sur la voix, sur l'enfer. Rarement des récits qui mettent en scène des personnages qu'on suivrait. Il a écrit un livre extraordinaire dont je voulais parler ce soir, mais qui est complètement épuisé, mais je ne suis pas inquiet, il va réapparaître un jour, qui s'appelle Century. C'est très simple, c'est 100 romans fleuves d'une page. C'est un petit peu comme les résumés de Harry James tout à l'heure, c'est vraiment des textes très courts voilà, dans lesquels voilà, on pourrait faire rentrer 600 pages, mais en une seule. C'est assez extraordinaire. Euh, il écrit un essai sur Pinocchio et puis quelques essais aussi, souvent publiés par Le Promeneur, sur l'Italie, sur l'Asie. Voilà. Et, euh, et ce type-là, alors il a fait partie de ce qu'on appelle aussi le groupe 63, donc, certaines littératures d'avant-garde avec Eco ou Balestrini. Euh, mais alors c'est quelqu'un qui il a écrit un livre qui s'appelle La littérature comme mensonge et je pense que ça résume assez sa vision de la littérature. Voilà. Pour lui, la littérature n'est pas du tout un véhicule pour rendre compte d'une réalité réaliste. Voilà, ce n'est pas, il n'est pas trop favorable à l'idée d'une transparence ou même d'un miroir qu'on promènerait le long du chemin. Pour lui, la littérature, c'est de la rhétorique. Voilà, c'est vraiment un héritier des grands rhétoriciens. C'est de la rhétorique, c'est du mot, c'est du mensonge, c'est quelque chose qu'on va fabriquer avec de la langue. Et c'est quelqu'un qui va ne cesser de jouer avec la langue et à fabriquer des entités comme ça, des entités de pensée, des entités d'objets, euh, pour s'amuser, pour jouer avec l'esprit, pour être drôle. Alors dans ces chroniques font allusion, c'est pas complètement abscon, hein. Certains textes sont assez abscons, mais ces chroniques sont pas absconses du tout. Il va parler du football, il va parler de la politique, il va parler de Pasolini, voilà. Mais cet esprit-là, cet esprit de rhétorique l'emporte assez souvent dans le sens où c'est la langue, sa langue, sa façon d'ajuster des adjectifs ou d'utiliser des mots un peu précieux, un peu rares, euh, va l'emporter et va servir de procédé humoristique pour épingler telle ou telle réalité ou pour nous faire changer de point de vue. Alors ce texte-là, qui s'appelle Le bruit subtil de la prose, est un recueil d'articles qui, pour la plupart, ont pour sujet la littérature. Alors, pourquoi est-ce que j'écris? Ça, c'est sa réponse à la grande question de Libération. Vous savez, il y a quelques années, Libération avait demandé pourquoi écrivez-vous? Et la plus célèbre réponse était celle de Beckett, Boncassa. Et ce qui m'amuse, c'est que la réponse, je lis le début de la réponse de Manganelli. Pourquoi est-ce que j'écris? J'avoue ne pas le savoir, ne pas en avoir la moindre idée, et aussi que la question est à la fois drôle et bouleversante. En tant que question drôle, elle recevra certainement des réponses drôles. Par exemple, j'écris parce que je ne sais rien faire d'autre. Parce que ce que je trouve amusant, c'est que Manganelli avait prévu la réponse de Beckett. Voilà. Et donc voilà, il y a un texte sur le roman, un texte sur l'avant-garde littéraire, euh, sur la littérature complexe, sur Moravia, la vulgarisation. euh, une réponse à Moravia, non, cher Moravia, on peut apprendre l'art du roman. Voilà, c'est toujours pour la littérature comme mafia. Euh, critique, on le devient aussi. Je vous interdis Hamlet, voilà des choses un petit peu folles. Dostoïevski m'a dit, voilà une conversation imaginaire avec Dostoïevski. Et encore une fois,
pour donner une idée de ce qu'est la littérature pour Manganelli. Un extrait d'un texte qui s'appelle Le Roman, dans lequel il commence par faire... dans un autre texte, il y avait une distinction entre le roman et le récit, où il disait que le roman est monothéiste et que le récit est polythéiste. Alors voilà, après c'est dépend des définitions qu'on donne, mais... Et là, dans celui-là, il donne aussi une sorte de résumé de sa vision de l'écriture en général, en s'en prenant d'une certaine façon au romancier, mais au romancier au sens classique, traditionnel, réaliste. Oublieux qu'il n'y a pas de discours littéraire sinon comme machination, le romancier s'est peu à peu persuadé que ce qu'il écrivait avait quelque chose à voir avec le monde dans lequel il vivait. Des critiques patients lui ont expliqué que de ce monde, le roman était tour à tour miroir, témoignage, interprétation. Poussé par ces suggestions insinuantes à se sous-estimer, le narrateur s'est engagé dans une désastreuse tâche idéologisante. Insatisfait du message, il a tenté la vision du monde. Corrompu par son propre sérieux et par celui des critiques, il a perdu la joie limpide du mensonge, l'irresponsabilité, la duplicité morale, l'arrogance hilare, qui sont, à mon avis, les vertus fondamentales de ceux qui s'appliquent à ce scandale perpétuel qu'est le travail littéraire. Persuadé d'avoir des idées et que le roman est un bon moyen de les exprimer, l'écrivain a perdu le cynisme candide, en premier lieu le cynisme envers soi-même. Il a choisi de bredouiller des vérités alors qu'il était de son devoir de déclamer des mensonges fluents, mieux d'élever le vrai à la hauteur du mensonge. Il a cherché à faire comprendre qu'il se proposait d'interpréter le monde pour ses lecteurs au lieu de s'adresser à des lecteurs non nés, déjà morts ou destinés à ne naître jamais. Il a voulu se situer dans l'histoire, laquelle s'est révélée le plus étranger et mal commode de tous les habitacles de la littérature que la littérature a expérimenté. Enfin, il a renoncé à la désobéissance, il s'est rangé, et maintenant il s'étonne que la littérature, garce auréolée, repousse et raille sa cour gauche et bien honnête. Naturellement, ce n'est pas là toute la vérité. Dans les vestiges de l'empire du roman, près des idéodoques déserts et brisés, campent les nouveaux et acerbes Visigoths. Ils battent leurs orfèvreries rugueuses, ils se réjouissent d'y reconnaître les signes abstraits et arbitraires, les carrés, les triangles. Ils taillent leurs pièces d'échecs dans un ivoire dur, ils se disposent à jouer leur partie éternelle, fatale, inutile. Voilà. Ça fait 7. Merci On va lire d'autres infiniment, Pierre. extraits, mais... Merci infiniment. Il est de coutume qu'on termine, mais très, très brièvement, parce que je ne veux pas abuser justement de votre envie de boire ou de vous restaurer également, et de poursuivre la soirée en discutant aussi avec Pierre autour d'un verre. Il est de coutume donc de terminer en disant brièvement pourquoi est-ce qu'on aime en fait ce que fait l'auteur qu'on a convié à cet exercice toujours un peu délicat, mais toujours passionnant. En quelques mots, et comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais abuser de prétéritions. Donc en fait, oui, j'aurais pu vous parler des meilleures façons d'organiser son suicide en épousant des veuves que vous savez être homicides, et de la façon dont ça marche pas aussi bien que prévu. Et ça aurait été, en effet, il est quelque part par là. J'ai vu... Ah oui, il est là. Voilà, ça aurait été Veuve au maquillage, le premier roman en 2000. J'aurais pu vous parler de l'utilisation apocalyptique et néanmoins discrète de toutes les sortes de mauvaises herbes, de ce qu'on peut faire avec des mauvaises herbes, et ça aurait été Ruine de Rome en 2002. J'aurais pu vous parler de l'invention de l'Amérique qui, on le sait, n'a jamais été découverte, ça n'a jamais été existé par ce mythomane de Christophe Colomb. Ça aurait été la réfutation majeure en 2004. J'aurais pu vous parler de la découverte et de la recréation complète de la grande ville par un bédouin, comme une sorte de nouveau persan de Montesquieu, et ça aurait été Géométrie dans la poussière en 2004. J'aurais pu vous parler d'une réédition possible d'une réécriture possible de Macbeth de Shakespeare. Ça aurait été Sort l'assassin entre le spectre en 2005.
J'aurais pu vous parler de l'exégèse entière d'un homme aux 100 vies et aux 1000 facettes, ça aurait été Fragment de Lichtenberg en 2008. Et enfin, j'aurais pu vous parler du déploiement de la folle gamme des hypothèses possibles à partir des micro-fragments laissés par Kafka, et de tout ce qui peut se dissimuler à l'intérieur, et ça aurait été Étude de silhouette en 2010. Mais donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais simplement vous dire un mot de Akab Sekel en 2015 et de Cendre en 2016, l'automne dernier. Donc Akab Sekel, comme son nom l'indique, mais un peu traîtreusement, c'est une suite de Moby Dick, mais c'est pas seulement une suite, c'est aussi ce qui se passait avant Moby Dick. C'est aussi une autre façon de dire ce qui se passe pendant Moby Dick. Et puis c'est effectivement, à la fin de Moby Dick, Akab n'est pas mort, Moby Dick non plus. On s'est trompé, on nous explique d'ailleurs très bien pourquoi. Enfin, il y a mensonge, tromperie, vilonie, c'est prouvé. Et donc ça continue. Donc, Des faits alternatifs. On appelle ça. voilà. Et donc Akab, lui, il a quand même vécu quelque chose d'assez traumatisant, il faut être honnête. Il est passé quand même près de la fin que Melville avait prétendu avoir été la sienne. La baleine rôde toujours dans les mers et le cherche, avec un petit côté le crocodile et le capitaine Crochet qui reste assez pénible. Et donc Akab, il va essayer un peu de vendre son histoire et de la faire fructifier, parce que c'est une histoire magnifique, puissante, qui peut symboliser tellement de choses. Et en fait, Pierre Sange nous propose à travers cette quête complètement folle de mise en histoire de Moby Dick et d'en faire du théâtre, du cinéma, de à la fois voir comment l'industrie du divertissement, en fait, pendant le XXe siècle, s'empare du métier de produire des mythes, du métier de créer l'imaginaire, et ensuite pas seulement de le créer, mais de diffuser, de le mettre dans nos cerveaux, de le faire prospérer, en fait, là-dedans, et avec un foisonnement complètement incroyable. Et je vous invite, si vous n'avez pas déjà lu ce roman, à lire l'un des premiers paragraphes où j'ai rarement vu ça, à quel point vous avez un paragraphe où vous dites non, c'est délirant, il y a une espèce d'annonce programmatique, et en fait, vous dites non, mais ça c'est pour de rire, quoi. Enfin, tout ça c'est pour. Et en fait, tout ce qui est annoncé, même si c'est des choses qui ont l'air totalement sans queue ni tête, va se produire et va avoir une raison d'être. C'est époustouflant quoi, de maîtrise sur une distance quand même supérieure à 600 pages, où on ne voit pas le temps passer un seul instant. Donc, et c'est aussi un livre qui démontre, on en parlait tout à l'heure, enfin que quand Umberto Eco a écrit Vertige de la liste, je pense qu'il pensait en fait à Pierre Sange. Et donc Cendre, qui est tout récent, c'est une histoire un peu différente, puisque ça part d'un tableau de Bruegel. Oui. Alors on a parlé de Svetlana Alpers tout à l'heure, et il n'y a pas de hasard complet, c'est un tableau qui s'appelle Les Mendiants, qui est au Louvre. Et c'est Sergio Aquindo, donc illustrateur, qui, si j'ai bien compris, est venu chercher Pierre Sange en C'est ça, disant oui. Il avait commencé lui à travailler voilà, sur ce tableau. il faudrait imaginer quelque chose à partir de ce tableau, qu'est-ce que ça pourrait être. Et pour se dire, bon, ça va être une histoire de mendiant, oui, ça va être une histoire de mendiant, mais alors, pas l'histoire de mendiant qu'on peut s'imaginer. Ça naît en apparence, donc l'imaginaire que Pierre Sange a mobilisé, il est double, mais il fusionne. Il y a au départ un accident, un vote, un conclave de papes, comme dans Les Rois Maudits, là, quand ils se mettent tous, et puis il faut qu'il y ait un pape qui sorte, parce qu'on en a marre d'être là, on a faim, on a soif, enfin, une situation que vous comprenez. Et là, il y a deux quasi-homonymes. Il y en a un qui est vraiment destiné normalement à être pape, qui a tout, l'éducation, le pouvoir, les réseaux, enfin et tout. Puis l'autre, c'est un peu un âme, mais bon... et il y a une erreur d'orthographe qui se fait, puis il y a un enchaînement de circonstances, et c'est le mauvais, en fait, qui est élu. C'est comme ça. Et l'autre, il croit pas pendant un instant, il dit, c'est pas possible, c'est moi le pape. Et donc, bah, il va devenir anti-pape, et il part, une sorte d'exil, avec sa caravane, sa suite, enfin, et il dit, bon, ok. Il y a se greffe là-dessus le fait qu'il a des semblables des frères, en fait, en Europe, autour de la Méditerranée. Il n'est pas le seul, comme ça, à avoir raté son destin pour un truc absurde, une erreur de la nature, une erreur humaine, une erreur juridique. Enfin, donc ça va être un frère cadet de roi, enfin je vous laisserai les découvrir, hein, mais qui en fait aurait dû régner, quoi. Et puis hop, la loi a changé, ça va être une fille qui, si elle était née dans un autre pays, ça aurait été elle la reine, mais là non, pas de chance chez nous, ça marche pas. Ça va être un fils de grand vizir qui, pour son bien, est un peu trop intellectuel, s'intéresse un peu trop à la culture, à la science, et oublie qu'il faut quand même un peu gouverner, et qu'il y a des gens, notamment des frères cadets par exemple, qui eux, y pensent. Donc il y a des circonstances qui fait qu'il y a 5 personnes comme ça qui vont se mettre à hanter l'Europe, telles des espèces de spectres,
Et ce qui rythme tout ça, et qui les renvoie aux mendiants, c'est que c'est sous le signe en permanence de la fête des fous et du carnaval. Donc de toute la tradition dans toute l'Europe, dont sont extraits, alors Bruegel était un spécialiste de la fête des fous et du carnaval, mais il y a à chaque fois ça qui vient rythmer et qui met en balance donc les gens qui sont par nature euh, dans la fête des fous, ceux qui sont justement les réprouvés, ceux qui n'ont pas le statut, pas la richesse, pas le pouvoir, ni politique ni matériel, qui pendant un jour, quelques jours, ou une semaine, prennent le pouvoir symboliquement. Et en fait, d'avoir cette fête des fous qui rythme ces espèces de mendiants suprêmes que sont devenus ces cinq qui hantent l'Europe en fait en cherchant à peut-être pas vraiment à restaurer ce qu'aurait dû être leur destin, on ne sait pas d'ailleurs. Après quoi mendient-ils? C'est ce que le livre ce dont le livre fournira peut-être la réponse, vous verrez à la fin, quoi. Mais en tout cas, c'est un ouvrage magnifique, quoi, vraiment, qui est très très impressionnant. Donc je vous encourage, vous avez fait là un choix impressionnant de choses très variées. Tout doit disparaître. Et voilà, tout doit disparaître. Donc surtout, n'hésitez pas. Et, voilà. Et on va remettre un petit peu de choses à boire et à manger. Et voilà. Merci pour l'invitation. Merci infiniment, Pierre. Merci à vous. Merci.